Bonjour, on poursuit aujourd'hui la révision avec un deuxième document d'exercice de révision. Alors la première question porte sur des graphiques représentant des mouvements. Je vais faire avec vous un petit rappel là, qu'est-ce qu'on peut distinguer dans les graphiques d'un mouvement rectiligne uniforme, donc qui n'accélère pas avec une vitesse constante, versus un mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc avec une accélération constante. Alors, comme on a dit, un mouvement rectiligne, ça veut dire un mouvement ligne droite et uniforme à vitesse constante. Si on regarde un graphique de la position en fonction du temps, pour un MRU, un mouvement rectiligne uniforme, la position va changer selon une droite. Pourquoi? C'est parce que faut se rappeler que la pente d'un graphique de position en fonction du temps, ça représente la vitesse. Mais si la vitesse est constante, ça veut dire que la pente de la position va rester constante. Donc, on a une droite pour la position en fonction du temps. Remarquez que ça pourrait être aussi une droite qui descend, une droite dans les négatifs, des positions négatives, ça se peut aussi. Ici, c'est juste un exemple. Alors, la vitesse est constante, elle va donc demeurer plate, là, la fonction, à une certaine valeur. Puis, dans ce cas-là, l'accélération serait un graphique qui a une valeur 0 partout. Comparativement à ça, le mouvement rectiligne uniformément accéléré, mais là, on va avoir une accélération constante qui n'est pas 0. Alors là, je vais commencer par décrire le graphique d'accélération. On a un plateau, une valeur constante qui n'est pas 0. Ça peut être aussi une accélération négative, c'est possible. Maintenant, l'accélération, ça correspond à la pente du graphique de la vitesse. Fait que là, l'accélération est constante, donc la pente de la vitesse est constante. Ici, on a une vitesse qui va changer de façon constante à cause de l'accélération. Si l'accélération était négative, la pente serait vers le bas. Ce serait une vitesse qui diminue. Et puis, finalement, dans le graphique de la position en fonction du temps pour un mouvement MRUA, on va avoir une portion de parabole. La raison, c'est que la pente du graphique de la position en fonction du temps, c'est la vitesse, mais là, notre vitesse se modifie. Donc, ça veut dire que la pente ici change. Okay? C'est ce qui crée une forme un peu courbée. Si vous voulez vous en rappeler facilement, c'est simplement que le seul cas où est-ce qu'on va avoir une parabole, c'est la position en fonction du temps quand il y a une accélération. Pour le reste, après ça, le reste en découle, parce que si on a une parabole pour le x en fonction du temps, après ça, on va avoir une droite pour la fonction de vitesse, puis on va avoir un plateau pour l'accélération. Et quand on retourne au mouvement rectiligne uniforme, là, si on a une droite pour la fonction de position, c'est qu'à ce moment-là, on a un plateau pour la fonction de vitesse, puis l'accélération est nulle. Alors, on a au numéro 1, 8 graphiques qui illustrent un mouvement en ligne droite. En ligne droite, ça peut être soit un MRUA ou un MRU. Les deux sont rectilignes. Donc, on dit en A, parmi ces graphiques, lesquels représentent le mouvement d'un objet qui se déplace de moins en moins vite. Bon, là, ce n'est pas tous des graphiques de la vitesse qui sont donnés. En fait, les 4 du haut sont vitesse en fonction du temps, puis les 4 en bas, c'est la position en fonction du temps. Fait que notre point de vue va changer, notre interprétation va changer là, pour les différents types de graphiques. Commençons par la rangée des graphiques de vitesse en fonction du temps. Un objet qui va de moins en moins vite, il faut que la grandeur de sa vitesse se rapproche de 0. Donc, ça ne dérange pas si la vitesse est négative. Là. La vitesse qui est négative, ce serait juste que ça se dirige vers l'axe négatif, les x négatifs, ou comme vers la gauche. Donc ça ne change rien sur est-ce qu'il va de plus en plus vite ou de moins en moins vite. Ce qui fait qu'il va de plus en plus vite ou de moins en moins vite, c'est qu'avec le temps qui avance, il va aller de moins en moins vite si la valeur se rapproche de 0. Donc, on pourrait dire que le A, ça représente ça. Donc, la vitesse ici qui se rapproche de 0. Le B, non, parce qu'on s'éloigne du 0 avec le temps qui avance. Le C, oui, ça se rapproche de 0 avec le temps qui s'écoule. Et le D, non, ça s'éloigne de 0. Maintenant, si on regarde la rangée des graphiques de position en fonction du temps, là, c'est différent. La vitesse n'est pas directement lisible sur le graphique. Là, on ne peut pas lire la vitesse sur l'axe X. L'axe nommé X, l'axe Y. On peut par contre aller voir la vitesse à partir de la pente. Okay? On a dit la vitesse, c'est la pente du graphique de la position en fonction du temps. Donc, là, si on regarde la pente dans le premier cas, on a une pente de 0 au début, puis qui devient négative après. Donc, est-ce que la valeur de la pente ou donc de la vitesse se rapproche de 0? Non, ça devient de plus en plus négatif.
Dans la deuxième, ben, la pente est constante. Donc là, on aurait une vitesse constante négative. Fait que si la vitesse est constante, ben, il ne va pas de moins en moins vite. Il va à vitesse constante. Donc ça ne marche pas non plus. Maintenant, si on regarde le prochain, le G, on a une pente négative, puis qui devient de moins en moins accentuée, puis qui tend vers une pente nulle. Donc ça, c'est un cas où est-ce que la vitesse diminue, parce qu'on a une valeur, mettons, qui pourrait être, supposons là, moins 10, moins 5, puis là, moins 1. OK? Ça serait la pente. C'est purement hypothétique comme valeur, mais vous voyez que ça s'approche de 0. Donc, le graphique G représente un objet qui va de moins en moins vite. Puis, le dernier H, on a une pente positive qui devient moins grande et qui tend vers 0. Donc, là aussi, on pourrait dire, par exemple, c'est une pente de 10, une pente de 5, une pente de 1, ça s'approche de 0. Donc, oui, H, c'est aussi un cas où est-ce que le mouvement est de moins en moins rapide. On continue avec la question B. On demande en B, parmi ces graphiques, lesquels ne représentent pas un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On va juste faire ici un petit croquis d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Qu'est-ce que c'est? X en fonction du temps, c'est une parabole, on a dit, pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré. La vitesse en fonction du temps, c'est une droite. Puis l'accélération en fonction du temps, c'est un plateau qui n'est pas 0. Fait que là, on va aller voir. Dans le fond, on va aller on va aller identifier ceux qui sont un MRUA. Puis à ce moment-là, les autres, ben, c'est pas un MRUA. OK? Donc, ceux que la position, c'est une parabole. Il y a le E, ça c'est un MRUA. Puis, il y a le G et le H. Ensuite, la vitesse, une droite. Donc, tous ceux qui ont une droite pour la vitesse, c'est des MRUA. Donc, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste les lettres D et F. Donc, D et F ne sont pas des mouvements rectilignes uniformément accélérés. Au numéro 2, on demande de tracer avec précision le trajet de la lumière à l'intérieur de l'acide sulfurique dont l'indice de réfraction est de 1,44. Donc, on a un indice de 1,44 ici. Fait que pour tracer avec précision, ça va prendre un rapporteur d'angle, mais il faut savoir à quel angle on va le tracer. Pour commencer, on va faire un calcul. Et l'angle qui est donné ici, il faut faire attention, c'est 30 degrés, là, il est donné par rapport à la surface. Donc ça, on a besoin plutôt de l'angle par rapport à la normale. On va faire 90 moins 30, donc 60 degrés. Ça va être l'angle d'incidence. Alors, si on prend la loi de la réfraction, on va avoir l'indice 1 en premier dans l'air. Sinus de l'angle d'incidence de 60 degrés égale l'indice 1,44 par la suite, sinus de l'angle θ2 de réfraction. On obtient donc un angle de 37 degrés là, à 3 chiffres significatifs. Maintenant, vous allez le tracer comment cet angle-là? Là, moi, je n'ai pas de rapporteur d'angle ici, mais vous allez le tracer avec un rapporteur d'angle, faire attention à la précision. Et cet angle-là doit être mesuré par rapport à la normale. Donc, vous devriez avoir 37 degrés ici, entre la normale et votre rayon qui poursuit dans l'acide sulfurique. Si ça vous aide, vous pouvez allonger la normale là, pour pouvoir placer votre rapporteur d'angle puis bien situer la valeur de l'angle. OK, au numéro 3, on lance un ballon vers le haut à partir d'une hauteur de 1 mètre par rapport au plancher, puis il retombe sur le plancher 2 secondes plus tard. Je vais faire un petit dessin ici. C'est comme si on a quelqu'un ici qui va lancer le ballon. Donc, on peut dire la hauteur initiale, Y initiale, c'est 1 mètre. On dit que le ballon il est lancé vers le haut. Donc là, le ballon va monter, atteindre une certaine hauteur, puis là, il va redescendre jusqu'au sol. Donc, il va terminer son mouvement à la hauteur finale de 0. On ne sait pas quelle hauteur ça va atteindre entre les deux. Puis pour l'instant, ce n'est pas demandé. Ça va être demandé en B, mais on n'en a pas besoin pour le A. On demande c'était quoi la vitesse du ballon au début du mouvement. Donc, quelle était la vitesse initiale du ballon quand il a quitté, par exemple, les mains de la personne. Donc, si c'était lancé vers le haut, on s'attend à trouver une vitesse positive parce que ce qu'on calcule, dans le fond, c'est la composante selon un axe Y. Puis là, ce n'est pas un mouvement parabolique. C'est strictement vers le haut, ça monte, ça redescend. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a un objet qui est libre dans les airs, là, du moment que le ballon quitte les mains avec sa vitesse initiale, bien à ce moment-là, il subit l'accélération gravitationnelle.
Ça, on sait que c'est moins 9,8 mètres par seconde carré. Parce que c'est une accélération qui est due à une force, qui est la force gravitationnelle qui pointe vers le bas. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que le ballon va ralentir en montant, puis ensuite accélérer en descendant. Là, faites attention, il y a beaucoup de monde qui vont dire dans ce cas-là, ben, si le ballon il arrive au sol, sa vitesse finale est 0. Ça, c'est faux parce qu'on est en train d'analyser le mouvement qui se fait librement dans les airs. Fait que si on considère ce mouvement-là, la vitesse finale, c'est la vitesse à laquelle le ballon frappe le sol. Donc, quand il arrive au sol, il y a une grande vitesse, c'est pas 0. On ne connaît pas la valeur de cette vitesse-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'aller chercher le déplacement. Delta Y, bien, c'est toujours le déplacement, c'est la position finale moins initiale. Donc ici, on a position finale de 0 moins position initiale de 1 mètre. Donc, déplacement négatif, ça va descendre de 1 mètre. Fait qu'avec ça, on va ajouter aussi le laps de temps qui est fourni de 2 secondes. Donc, si on cherche la vitesse initiale, puis on regarde dans nos équations du MRUA, parce que là, c'est un mouvement qui a une accélération uniforme, bien, on ne connaît pas la vitesse finale, puis on ne la cherche pas pour l'instant, fait qu'on ne va pas utiliser une équation que la vitesse finale dedans. Fait que quelle équation qu'on va utiliser, c'est la plus longue, là, delta Y égale vitesse initiale. Vous l'avez probablement écrit comme delta X, mais c'est la même équation, donc vitesse initiale fois le delta T, plus une demi, fois l'accélération, fois l'intervalle de temps au carré. On y va avec ce qu'on connaît. Moins 1 égale vitesse initiale fois 2 plus une demi fois moins 9,8 fois 2 au carré. OK. Comment on va isoler ça? Bien, vous voyez que le morceau ici à droite, c'est tout multiplié ensemble, donc c'est prioritaire dans les opérations. Ici, j'ai moins 1 égale, je vais mettre le 2 en avant de vitesse initiale. C'est plus standard là, de mettre le chiffre avant l'inconnu. Puis là, toute cette valeur-là multipliée ensemble, là, ça me fait moins 19,6. OK. Fait que là, j'ai une soustraction. Hein? Donc, je vais aller additionner 19,6 de chaque côté. Fait que ça fait 19,6 moins 1. Donc, 18,6. Ici, pas beaucoup de place. Hein? 18,6 égale 2 fois vitesse initiale. Puis là, on obtient que notre vitesse initiale, c'est 9,3 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, on demande après ça à quel moment le ballon atteint sa hauteur maximale. Là, on a un temps qui a été donné dans le problème. C'est le temps que ça a pris pour monter puis redescendre au sol. Certaines personnes vont peut-être être tentées de diviser ce temps-là en deux, mais on ne peut pas parce que le ballon, il n'a pas autant monté que redescendu. Hein. Ce n'est pas symétrique comme mouvement, donc on ne peut pas dire que c'est juste une seconde. Fait qu'il faut vraiment aller le calculer. Mais maintenant, on connaît la vitesse initiale, donc on va regarder l'ascension du ballon. Donc la vitesse initiale, on a 9,3 mètres par seconde. On sait que c'est libre dans les airs, dont l'accélération, c'est moins 9,8 mètres par seconde carré. Puis là, ce qu'on devrait utiliser, c'est qu'on sait que le ballon va ralentir en montant. Donc, quand il va atteindre sa hauteur maximale, sa vitesse va être rendue 0. Donc, pour l'ascension, la vitesse finale est 0. Un coup qu'on sait ça, on va aller chercher le déplacement vertical. Après ça, on va parler de la hauteur, là. Mais pour commencer, on va chercher le déplacement. L'équation du MRUA qui fait intervenir ces 4 paramètres-là, c'est celle avec les vitesses au carré. Donc, on a trouvé que le déplacement, il est positif. Donc, ça a monté de 4,41 mètres. Mais là, si on veut la position ou la hauteur, dans le fond, on veut la hauteur maximale, on veut la position par rapport au point le plus bas qui est le sol. Donc, on va aller chercher la position finale. Il y en a qui vont le faire juste par logique. Là. Dans le fond, il faut ajouter le 1 mètre duquel c'est parti. Mais on peut aussi l'écrire à partir de l'équation que le déplacement, c'est la position finale moins la position initiale qui ici est 1 mètre. Donc, position finale, c'est égal à la hauteur maximale. Et c'est 5,41 mètres. J'ai répondu au C avant le B. Là, je vais faire le B. À quel moment atteint sa hauteur maximale? Delta T égale à quoi? Pour l'ascension du ballon.
Donc là, on pourrait fonctionner avec l'équation vitesse finale égale vitesse initiale plus A delta T. Donc 0 égale 9,3 plus moins 9,8 fois delta T. On obtient 0,949 secondes. Donc ça, c'était pour la question B, puis ici, c'est pour la question C. On continue. Maintenant, on a une force qui a une grandeur de 24 newtons, puis on connaît son orientation qui est 120 degrés par rapport à l'axe des X. On demande simplement les composants de la force. Donc, ça, c'est plus facile que ce qu'on a fait, par exemple, au dernier cours. Ici, simplement, la composante X de la force, on va faire la grandeur de 24 fois le cosinus de son orientation de 120. Puis en B, on va demander la composante Y. Bien là, on va faire 24 fois le sinus de 120. Voilà, ça donne ces valeurs-là. On a une composante X de moins 12, puis une composante Y de 20,78 newtons. OK, on passe maintenant à un tracé de rayon et un problème d'optique. Donc, on a une source lumineuse ici, c'est l'objet, de 5 cm de hauteur. Fait que je vais noter ici là, la hauteur de l'objet 5 cm. Puis, elle est placée, la source, à 15 cm d'une lentille convergente. Donc, ça, c'est la distance de l'objet, 15 cm. Puis, on dit la distance focale de la lentille, qui est convergente, donc c'est positif, c'est 10 cm. Donc, on veut trouver les caractéristiques de l'image, puis aussi tracer les rayons principaux. Ici, remarquez qu'encore une fois, c'est un autre type de notation. Là. On devrait avoir foyer-objet du côté de l'objet, foyer-image du côté opposé à l'objet pour une lentille convergente. Donc, premier rayon, là, je n'ai pas ma règle, pardonnez-moi, mais ce ne sera pas parfait. J'ai ici un rayon qui est horizontal, puis il va être transmis par la lentille en passant par le foyer-image. Deuxième rayon, lui, il va plutôt passer par le foyer-objet, donc, et c'est l'inverse du premier rayon. Donc là, oups, il va ensuite être transmis de façon horizontale. Puis finalement, on pourrait faire un troisième rayon qui passe par le centre de la lentille, qui n'est pas dévié. Donc, nos trois rayons aboutissent ici et se rencontrent. Alors, on a formation d'une image réelle. Puis, on voit aussi qu'elle est inversée. Pour la grandeur, c'est difficile à dire parce que mon schéma n'est pas à l'échelle. On va le savoir quand on va faire les calculs. Donc, si on y va avec l'équation des lentilles, on calcule la position de l'image. On obtient que l'image est à une position positive, donc elle est réelle, et c'est 30 cm. Fait qu'on va noter tout de suite, là, c'est une image réelle, parce que DI est positif. On poursuit avec la formule du grandissement, mais je ne passerai pas par le calcul du grandissement parce qu'on nous demande plutôt les caractéristiques de l'image. Donc, on va aller chercher vraiment H image. On obtient ici que la hauteur de l'image est négative. Donc, ça veut dire qu'on constate qu'elle est inversée. Puis, elle se situe à 10 cm de la lentille. On peut donc aussi dire sa taille, si on la compare à la taille de l'objet, c'est plus grand. Donc, elle est agrandie. Au numéro 6, c'est peut-être un numéro que vous avez déjà fait, mais ça ne fera pas de tort de le réviser. On a donc ici Rigaudon qui va pousser une caisse qui était initialement immobile du point A au point B en exerçant une force horizontale de 100 newtons. Puis après ça, il la laisse glisser, puis il n'y a pas de frottement. Donc, on a les différentes mesures sur le schéma. On demande d'abord en A le travail fait sur la caisse par Rigaudon entre les points A et B. Le travail fait par une force constante, c'est donné par la grandeur de la force fois le cos de l'angle entre la force et le déplacement fois le déplacement en mètres. Donc ici, la force faite par Rigaudon, c'est 100 newtons. Puis, il exerce sa force à l'horizontale, alors que la caisse glisse également à l'horizontale. Donc, c'est la même direction. L'angle va donc être de 0 entre la force et le déplacement. Puis, c'est un déplacement qui est de 3 mètres. Donc, on obtient un travail de 300 joules.
Donc ça, c'est une énergie qui va être maintenant transmise à la boîte. Là, à partir du point B, la boîte, elle a, comme en se faisant pousser, elle va acquérir une vitesse. Ça devient son énergie à la boîte. OK? Donc maintenant, on demande la vitesse de la caisse lorsqu'elle se trouve au point B. Dans le fond, c'est qu'on utilise ici que le travail total fait sur un objet égale la variation de son énergie cinétique. Donc, travail total égale 1/2 fois la masse fois la vitesse finale carrée. Je vais mettre vitesse au point B. Là. Moins 1/2 fois la masse fois la vitesse initiale au carré. Donc, j'ai fait l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Le travail total, c'est 300 joules. Je vous explique pourquoi. C'est que Rigaudon, il fait une force comme ça vers la droite. On a dit que le déplacement aussi est vers la droite entre les points A et B. Les autres forces qui s'exercent sur la boîte, c'est des forces qui sont perpendiculaires à ce déplacement-là. Par exemple, la force gravitationnelle et la force normale. Puis comme il n'y a pas de frottement, il n'y a aucune autre force dans la direction des X. Je vous rappelle que si on calculait le travail fait par la force gravitationnelle ou par la force normale ici, vu qu'ils sont à 90 degrés du déplacement, mais ça ferait un travail de 0 parce qu'on ferait fois le cos de 90. Donc, le seul travail qui n'est pas 0, c'est celui fait par Rigaudon. Donc, on peut dire que le travail total, c'est 300. Donc, ça va être égal à 1/2 fois la masse de 25 fois la vitesse finale au point B au carré, moins 1/2 fois la masse de 25 fois la vitesse initiale au carré. Mais la vitesse initiale était 0. Donc, tout le dernier terme ici est nul. Fait que j'ai 300 égale 12,5 fois la vitesse B au carré. Donc, on y va ici avec le calcul. Puis, la valeur de vitesse dans l'équation d'une énergie cinétique, c'est positif. Donc, on a ici la vitesse au point B. Ici, c'est le module de la vitesse. C'est 4,90 mètres par seconde. On demande ensuite l'énergie mécanique de la caisse lorsqu'elle se trouve au point B. Quels sont les types d'énergie mécanique qu'on avait vus? Bien, on avait vu l'énergie cinétique, bien sûr, puis l'énergie potentielle gravitationnelle, puis l'énergie potentielle élastique. Mais là, ça, c'est quand il y a un ressort. Donc, au point B, il n'y a pas de ressort. Fait qu'on va calculer plutôt les deux premières formes d'énergie. Donc, l'énergie cinétique, on peut refaire le calcul, là, mais dans le fond, on va faire 1/2 fois le 25 fois la vitesse qu'on vient de trouver, 4,9 au carré. Mais ça va nous ramener à 300. C'était le calcul, c'est inverse de ce qu'on vient de faire. Puis avec ça, on va ajouter l'énergie potentielle gravitationnelle qui est la masse de 25 fois 9,8 fois la hauteur. La hauteur par rapport au sol ici est de 2 mètres. Donc on va avoir 300 joules d'énergie cinétique plus 490 joules. On obtient 790 joules. Maintenant, on demande la vitesse de la caisse lorsqu'elle se trouve au point C. Au point C, la caisse va avoir atteint une hauteur de 0. Mais on sait que l'énergie, un coup qu'il n'y a plus de force externe, donc Rigaudon n'agit plus sur la caisse, l'énergie conservée, l'énergie mécanique qu'on avait au point A, qu'on avait au point B, devrait être égale à l'énergie mécanique au point C. Donc, le 790 joules va être égal à l'énergie cinétique au point C plus l'énergie potentielle gravitationnelle au point C. Cependant, on est rendu à une hauteur de 0, donc l'énergie potentielle gravitationnelle, elle est alors de 0. Fait que je vais avoir ici 790 égale 1/2 fois 25 fois la vitesse au point C au carré. La vitesse au point C est de 7,95 mètres par seconde. On demande ensuite la vitesse de la caisse lorsqu'elle se trouve au point D. Bien là, si vous avez bien compris les principes d'énergie, c'est la même affaire. Hein? On ferait le calcul, puis ce serait pareil comme ce qu'on a fait à l'étape D. C'est la même vitesse qu'au point précédent, là, au point C. Pourquoi? Parce que l'énergie mécanique au point D est encore de 790. Puis, l'énergie potentielle gravitationnelle au point D est encore de 0.
Donc, on répond, là, vitesse en D, c'est 7,95 mètres par seconde. Et on demande ensuite la vitesse de la caisse lorsqu'elle se trouve au point E. Le point E se trouve à une hauteur de 4 mètres. Donc là, l'énergie mécanique de la caisse au point E, ça va être la même que l'énergie mécanique de la caisse à partir du point B, là, quand il n'y a plus de force externe qui agit dessus. Je vais écrire celle de B ici, c'est 790 joules. Donc, 790 joules, ça va être réparti comme une énergie cinétique au point E, plus l'énergie potentielle gravitationnelle au point E. On continue. 790, donc, va être égal à l'énergie cinétique au point E, plus la masse, 25, fois 9,8, fois la hauteur de 4 mètres. On a ici 790 égale énergie cinétique au point E plus 980. Si on isole l'énergie cinétique, ça ne marche pas, là. On obtiendrait une valeur négative de moins 190 joules. Est-ce qu'une énergie cinétique peut être négative? Non. Regardez l'équation, c'est 1/2 fois une masse, toujours positive, fois une grandeur de vitesse positive au carré. Donc ça, c'est impossible. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si on analyse l'équation, ça aurait pris 980 joules pour monter jusqu'à la hauteur de 4 mètres. Mais on a combien de joules? On a juste 790. Donc, c'est pas suffisant. Donc, finalement, ben, la bonne réponse, c'est que la caisse ne se rend pas au point E. Au numéro 7, on a un bloc de 4 kg qui se déplace de 55 cm à partir du repos le long d'une rampe inclinée. Puis, on a une force de frottement qui est connue. Donc, c'est un frottement cinétique, ça glisse. On demande de calculer le travail fait par la force de frottement pendant le mouvement du bloc. Alors ici, si on fait notre diagramme de corps libre, on a la force gravitationnelle vers le bas. On a une force normale perpendiculaire à la surface du plan incliné comme ceci, qui soutient le bloc. Puis on a une force de frottement ici qui va aller en sens contraire du glissement. Ça, c'est les trois forces qui agissent sur notre bloc. Puis là, le déplacement, il est dans la direction ici, delta X, comme ça. Donc, si on calcule le travail fait par la force de frottement, c'est un travail fait par une force qui est constante. Donc, on va faire la grandeur de la force fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement, fois le déplacement en mètres. La grandeur de la force est fournie. On dit que c'est 6 newtons le frottement. Maintenant, on multiplie par le cosinus de l'angle entre le frottement et le déplacement. Mais voyez-vous ici que c'est 90 plus 90 et 180 degrés, ils sont de sens opposé. Puis, on multiplie par le déplacement en mètres, donc 0,55 mètres. Ça fait moins 3,3 joules. Et là, on demande la vitesse finale du bloc. Là, il faudrait se servir de ce qu'on vient de calculer. Là. Okay? Donc, on a le travail fait par la force de frottement. Bien, on pourrait dire, si on calcule le travail total, puis là-dedans, il y aura le travail qu'on vient de trouver, ça va être égal à la variation de l'énergie cinétique du bloc. Donc, quels sont les autres travaux sur le bloc? Le travail total, ça va être le travail fait par la force F de frottement qu'on vient de trouver, plus le travail fait par la force normale, plus le travail fait par la force gravitationnelle. Les trois forces qui s'exercent. Mais pour le travail fait par la normale, c'est une valeur de 0 parce que θ, l'angle entre le déplacement et la normale, est de 90 degrés. La normale est une force perpendiculaire à notre déplacement. Maintenant, la gravité, bon, on va aller chercher le poids. Ici, c'est un bloc de 4 kg. Fait que déjà, on va aller chercher la grandeur de la force gravitationnelle. Ça va être 4 fois 9,8. Fait qu'on a une force gravitationnelle de 39,2 newtons. Maintenant, ça nous prend aussi, c'est quoi l'angle entre la force gravitationnelle et le déplacement? Parce qu'on veut le travail. Donc, on va aller chercher l'angle ici. Ce que je vais faire pour l'obtenir, je vais faire un triangle rectangle ici qui représente l'horizontale versus la force gravitationnelle et l'inclinaison du plan. On sait que c'est incliné à 35 degrés. Puis ça, la force gravitationnelle est perpendiculaire à l'horizontale. Fait que si on fait 180 degrés moins 35 moins 90,
Ça fait qu'on a 55 degrés ici entre notre force gravitationnelle et notre déplacement. Donc, si je calcule le travail fait par la force de gravité, ça va être 39,2, la grandeur en newton de la force gravitationnelle, fois le cosinus de l'angle qu'on vient de trouver, 55 degrés. Remarquez que vous pourriez aussi prendre l'angle conventionnel qui serait de 360 moins ça. Donc 305 degrés, ça fonctionnerait également. Puis on multiplie par le déplacement de 0,55 mètres. Ça donne 12,37 joules. Donc maintenant, on a notre travail total facilement. On va aller additionner simplement le 12,37 au moins 3,3 qu'on avait au début. Parce que pour la dernière force, la normale, c'est 0. Fait que si je les additionne, j'ai juste mis le moins directement parce que c'est négatif. On a un travail total de 9,07 joules. Donc 9,07 joules, ça va être égal à 1/2 fois la masse de 4 fois sa vitesse finale au carré, moins 1/2 fois la masse de 4 fois sa vitesse initiale au carré, mais c'était immobile, donc ça donne 0. Alors on a 9,07 égale 2 vitesses finales au carré. Donc la vitesse finale est de 2,13 mètres par seconde. Pour terminer, l'avant-dernière question demande quelle est l'accélération du bloc. Bien, maintenant qu'on a tout fait ce travail-là pour aller chercher la vitesse finale, on pourrait se dire ici qu'on va prendre le chemin le plus court. Là. Donc, on a quoi là, comme information? Là, la vitesse finale est de 2,13 mètres par seconde. Puis on sait que c'est parti du repos. La vitesse initiale était 0. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi que le déplacement, c'est de 0,55 mètres. Fait qu'on a des données qui pourraient aller dans une équation du MRUA. Il faut vérifier quand même, est-ce que c'est un MRUA? Oui. Un bloc qui descend sur un plan incliné, l'accélération va être une certaine valeur qui est constante. Donc, on peut aller utiliser une des équations du MRUA pour trouver l'accélération. Alors ici, on va avoir simplement 2,13 au carré égale 0 au carré plus 2 fois A fois 0,55. On obtient que l'accélération est 4,12 mètres par seconde carré vers le bas du plan incliné. Là. Et là, on demande par la suite le temps nécessaire pour faire ce déplacement-là. Il va suffire de prendre une autre équation du MRUA ici. Donc, je vais y aller avec celle-ci, mais on a d'autres options. Parce qu'on a maintenant 4 informations. On a les 3 qu'on avait listées en C, mais on ajoute à ça maintenant l'accélération qu'on a trouvée. Donc, je vais m'en servir. J'ai une vitesse finale de 2,13, une vitesse initiale de 0. On cherche le temps. L'accélération est de 4,13, on cherche le temps. Donc, le temps écoulé, 0,517 secondes. Et voilà. Alors, ça fait le tour pour le deuxième cours d'exercice de révision. Bonne fin de journée!